Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Pour une fois sur une chaîne d'actualité, nous n'allons pas parler du présent, nous allons nous intéresser à l'avenir. C'est assez rare, dans le langage des experts on appelle ça la prospective et nous allons nous appuyer sur un rapport américain qui porte une vision sur le monde d'ici quelques années puisque c'est une vision du monde en 2030. À quoi ressemblera la planète? Quels seront les rapports de force? Quels seront les rapports géopolitiques? On sait des choses très simples déjà, on sait que forcément le monde sera plus peuplé avec près de 8 milliards d'habitants, dont 5 milliards d'habitants qui vivent en ville. C'est une première. Pour nous aider à décortiquer ce raccord, nous allons nous aider avec le regard de Stéphane Marchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la revue La Revue, qui est juste derrière vous, donc, et qui porte justement le titre « Le monde en 2030 », puisque vous avez regardé, décortiqué ce document. Et alors, première question, justement, l'urbanisation est au cœur, en fait, de la prospective américaine. Alors l'urbanisation, c'est quelque chose de très important. Il y aura 60% à l'échelon 2030, il y aura 60% des êtres humains qui vivront dans les villes. Et vous voyez déjà l'importance que prend ce phénomène d'urbanisation quand vous étudiez les grandes agences de marketing qui commencent non plus à se focaliser sur les pays, mais à dire il faut être présent dans 250 grandes villes à travers la planète. Donc la notion de ville va progressivement remplacer la notion de pays comme, je dirais, l'entité pertinente sur laquelle il faut agir. Alors, les villes seront des villes de plus en plus grandes et par conséquent de plus en plus difficiles à gérer. La gestion des villes, ce sera le critère principal, je dirais, de qualité d'un pays. Et les Chinois, par exemple, qui savent qu'il y aura d'ici à 2030 environ 300 millions de Chinois paysans qui vont aller vers des villes qui n'existent pas encore aujourd'hui, que les Chinois vont construire. Et donc, c'est peut-être en Chine aujourd'hui que l'on voit comment seront les villes du futur. Ce seront des villes multipolaires qui essaieront de faire en sorte que les gens habitent et travaillent au même endroit en évitant au maximum les transports, en ayant des zones rurales à l'intérieur des zones urbaines. Enfin, il y a toute une réflexion de ce genre et le rapport du renseignement américain dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, ce rapport se focalise beaucoup sur cette urbanisation. Forcément, on imagine, parce que ça veut dire, comme vous disiez, gestion du sanitaire, de la sécurité, de la consommation, de tout ce genre de choses-là. Si on commence justement par ce monde qui va devenir extrêmement urbain, c'est parce que forcément, ça nous amène du coup à la question suivante, c'est-à-dire qu'il faudra gérer tous les flux de consommation. Il faudra aussi gérer tous les flux, j'allais dire, d'énergie, parce que les villes, ça se chauffe, ça c'est clair. À quoi ça va ressembler justement tout ça ? Alors la question énergétique va être cruciale. La question de l'information est peut-être la plus cruciale de toutes. La seule manière de gérer une grande ville de manière optimale, c'est-à-dire de gérer les flux de voitures, les flux de gens, les flux d'eau propre et d'eau sale, les flux d'énergie, les flux d'électricité, c'est d'avoir un système de gestion de l'information qui est de première qualité. Et ça repose sur une notion dont on entend de plus en plus parler, qu'on appelle le big data, et qui veut tout simplement dire tous les systèmes qui permettent de gérer en temps réel des données en quantité énorme. Donc aujourd'hui, à côté du phénomène d'urbanisation, il y a un effort de recherche gigantesque sur le big data, et les deux vont de pair, et le succès du premier conditionnera la possibilité de faire ces grandes villes dont nous parlons. Alors dans ce rapport, justement, le big data, vous l'avez bien décortiqué justement dans la revue, c'est un petit peu l'hégémonie américaine quand même, ce domaine-là. Alors tout le monde est un peu là-dessus, tous les grands pays de recherche sont sur le big data, la France en particulier, qui est assez performante, mais il est vrai que les Américains ont un avantage, c'est qu'ils ont je dirais, les grands acteurs de l'Internet, les grands acteurs numériques, qui sont un petit peu les fers de lance du big data. Le fer de lance du big data typique, c'est Google, par exemple. Toute la puissance de Google, toute l'inventivité de Google, toute la modernité de Google, c'est sa capacité à gérer un nombre de données absolument considérable, au prix, il est vrai, d'une dépense énergétique énorme. Et il va falloir un jour avoir le big data sans avoir la dépense énergétique. C'est aussi un axe de recherche très important. Alors là, on a vu un petit peu au niveau des populations. On va aller maintenant sur le côté un peu politique, presque géopolitique. À quoi ressemble le monde? Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde actuel, c'est pas un ennemi, mais on va dire le pays que regardent beaucoup les États-Unis, c'est la Chine. Alors justement, ce rapport États-Unis-Chine, il va vers où? Alors,
Le rapport, ce rapport qui a été en fait fabriqué par le milieu du renseignement américain, c'est-à-dire 16 agences, 16 agences de renseignement, une énorme galaxie de renseignement, au sein de laquelle il y a la CIA, mais il y a aussi l'Agence nationale de renseignement qui gère toutes les communications électroniques, vous avez tous les satellites de renseignement, enfin c'est un énorme ensemble. Ce rapport se pose une question principale, que sera la réalité de l'influence américaine en 2030 ? La conclusion, alors il y a plusieurs scénarios, mais disons la conclusion centrale à laquelle parvient ce rapport, c'est que les États-Unis ne seront plus la puissance hégémonique qu'ils ont été depuis 1945. En revanche, le rapport ne pense pas qu'il y aura une autre puissance hégémonique qui aura remplacé les États-Unis. Parce que même si la Chine est en 2030, en termes de PIB, en termes macroéconomiques, devant les États-Unis, elle sera loin en puissance globale et en puissance d'influence, elle sera loin d'équivaloir à ce que sont aujourd'hui les États-Unis. Donc par conséquent, et vous avez tout à fait raison de le dire, le rapport entre les États-Unis et la Chine sera la clé du succès. Est-ce qu'on aura une tension très forte qui pourrait se matérialiser dans le Pacifique par des tensions entre les marines américaines, marines chinoises, ou est-ce qu'il y aura une coopération, un G2, qui d'une certaine manière conduirait les destinées du monde à partir de 2030, en sachant une chose importante, c'est qu'il y aura d'autres joueurs qui vont émerger. D'abord l'Inde, évidemment, qui à partir de 2030 sera sans doute plus peuplée que la Chine, mais ensuite d'autres acteurs que l'on néglige peut-être aujourd'hui quand on observe le monde, mais il y a des acteurs qui vont devenir très puissants. Le Mexique va devenir un pays, la Turquie va devenir un pays très important, l'Indonésie. Peut-être que plus tard, vous aurez des pays comme la Colombie aussi, qui joueront des rôles importants, parce qu'ils ont un énorme potentiel. Alors, énorme potentiel, l'Europe, faible potentiel d'un seul coup ? Alors l'Europe est très négligée par le rapport. Soit parce qu'elle n'inquiète pas les États-Unis, soit parce qu'elle n'intéresse pas le renseignement américain, qui la connaît déjà beaucoup. Je ne sais pas exactement. Toujours est-il que l'Europe est considérée comme une zone, évidemment, de stabilité, ce qui est en soi une indication positive, de grande richesse, mais de faible développement. Il n'y aura pas de grandes tendances, les méga-tendances, comme disent les Américains quand ils parlent de l'avenir, les méga-tendances ne tournent pas autour de l'Europe, tout simplement. Et en plus, la zone euro, qui est un peu le moteur économique de tout ça, les inquiète parce qu'ils la comprennent mal et ils redoutent qu'elle n'explose. Alors, une question que vous avez quand même abordée, c'est justement le fait que ce rapport, il a été fait par 16 agences américaines. On a regardé un petit peu du côté des chiffres et on voit que le budget annuel des agences de renseignement américains, c'est 75 milliards de dollars. C'est-à-dire un chiffre considérable, ça montre bien l'impact que les États-Unis mettent sur le renseignement. Alors, quand on a du renseignement, ça veut dire qu'en fait, on va avoir un coup d'avance sur l'adversaire. Bref, quand on fait un rapport et qu'on l'édite, ça veut dire qu'on fait de l'influence quelque part. En quoi est-ce que les États-Unis veulent influencer par ce rapport ? Alors, les États-Unis ont une machine de renseignement particulièrement sophistiquée qui ne donne pas toujours les résultats escomptés. On a vu fréquemment cette énorme machine commettre des bourdes épouvantables, voire des mensonges flagrants. Donc, le renseignement n'est pas en soi la garantie d'une analyse subtile de l'avenir et du futur. Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est à la fois ce qui est et ce qui n'y est pas. Mais les Américains veulent absolument, c'est un pays qui est, comme chacun sait, isolé, enfin qui se sent isolé à la fois de l'Asie et de l'Europe. Donc c'est un pays qui se sent un rôle un peu particulier. C'est un pays qui se sent une destinée manifeste, c'est-à-dire un rôle un peu universel, et qui sent bien que l'avenir ne va pas forcément préserver ce rôle. Et par conséquent, ils cherchent à décrypter et à voir d'où peuvent venir les coups. Oui, mais en même temps, quand vous faites ça, ça veut dire que vous donnez des orientations quelque part. Ça veut dire que vous dites, par exemple, quand vous parlez du Mexique ou de la Colombie, je vous écoutais attentivement, est-ce que ça veut dire que comme ce sont des pays voisins, vous vous dites, allez, je vais mettre un coup d'accélérateur, un coup de projecteur là-dessus ? En quoi est-ce qu'on peut se dire, effectivement, là, c'était une vraie vision, ou alors il y a une attente, il y a une espérance, ou il y a une volonté d'influencer un peu le monde vers cette vision-là ? Alors, il y a certainement un petit peu de manipulation de masse, peut-être, mais ça n'est quand même pas la façon américaine de traiter l'information. Eux, ils préfèrent jeter l'information en pâture et donner à réfléchir. Par exemple, ils insistent beaucoup dans le chapitre consacré à l'énergie sur le gaz de schiste, qui est aujourd'hui la grande révolution qui est en train de retransformer l'Amérique en une grande puissance industrielle, alors que ce rôle était dévolu à la Chine depuis 25 ans. Alors ça, les Américains mettent le paquet dans le rapport sur ce sujet-là, avec le message étant
nous allons redevenir une grande nation industrielle, ça c'est le bon côté de la nouvelle. Le mauvais côté de la nouvelle, c'est que tous les efforts vers les technologies vertes, les énergies vertes, tous les investissements dans cette direction risquent d'être mis en cause, parce que s'il y a une énergie fossile pas chère à nouveau, je connais peu de pays qui s'en priveraient. Comme vous l'avez parcouru et que vous avez un peu le recul, vous avez regardé, à côté de quoi est-ce qu'ils peuvent passer? Parce que par exemple, les révolutions arabes, vous ne les avez pas vues aussi finement que quand elles se sont présentées. Quand on fait une prospective comme ça sur du long terme, à côté de quoi est-ce qu'on peut passer? À mon avis, ils peuvent passer à côté de la déception de leurs alliés, par exemple. Ils peuvent passer à côté de l'état d'esprit des Japonais, par exemple. Hein, l'Asie, qui est vraiment le cœur du monde de 2030, l'Asie va être composée de 3 grands acteurs, hein, la Chine, le Japon et les États-Unis. Ce triangle, la qualité de ce triangle va avoir une importance considérable. Alors les Américains regardent beaucoup la Chine, ils la scrutent beaucoup et réciproquement, mais ne font-ils pas l'erreur de sous-estimer l'espèce d'étau dans lequel vont se retrouver les Japonais, tout près de la Chine, alliés des États-Unis? Pendant combien de temps est-ce que ça peut durer? Peut-être que les Américains négligent un peu ce côté des choses. Alors le fameux rapport de la CIA sur quel est le visage du monde en 2030, qui est très bien décrypté dans la revue qui est derrière vous, et dont vous êtes journaliste, Stéphane Marchand. Donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à France 24. Merci. Et bonne suite de programme sur France 24.